toutes et à tous, bienvenue pour ce 8e épisode du championnat du monde à Herning. On va bien évidemment revenir sur la victoire de la Suisse sur le Kazakhstan, première place du groupe. Et qui dit première place du groupe dit qu'on connaît l'adversaire en quart de finale. Ce sera étonnamment l'Autriche. On ne l'avait pas vu venir celle-là. Et on va évidemment décrypter un petit peu ce quart de finale, regarder les forces de cette équipe qui a quand même un joli accent suisse-allemand. On va faire les paris sportifs aussi. Et puis on va terminer par parler quand même de la France qui s'est fait reléguer en ayant perdu son dernier match contre les Slovènes. Salut Greg. Salut Jean-Fred, bienvenue dans Cold Flights, le podcast spécialisé en agence de voyage. Vous voulez tout savoir sur comment vous rendre de Herning à Stockholm vendredi? C'est ici que ça se passe, on a toutes les infos. Sauf qu'on ne sait pas si on aura besoin. Il y a des chances. L'avion, la voiture, le ferry, la montgolfière, on a tout regardé, on est en béton armé. Donc venez à Herning pour le quart de finale, puis derrière, on a même un charter peut-être qui pourrait être prêt s'il y a assez de monde qui s'inscrit, ça va être facile. Quel enfer ce championnat du monde, mais quel enfer pour ça. Deux pays, deux villes qui sont quand même distantes d'un certain nombre de kilomètres. On avait déjà dit, si ça avait été Copenhague-Stockholm, on n'aurait pas de problème. Le fait que ce soit Herning, ça complique un tout petit peu plus la tâche. Ouais, mais le voyage n'en sera que plus beau. L'équipe de Suisse est qualifiée pour les quarts de finale, on le savait. L'équipe de Suisse joue toujours à Herning, ça on l'a su finalement pas trop tard, ouais. Moins tard que prévu. L'adversaire on l'a connu un peu plus tard, on y reviendra bien entendu. Donc le quart de finale à 16h20 jeudi pour ceux qui veulent réserver leur vol, mais je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre Colfax ou Cold Flights pour le réserver, si c'était l'idée, contre l'Autriche. Mais avant ça, on va parler de Suisse-Kazakhstan. Victoire 4-1, une catastrophe de match. Une purge, on peut dire. On peut vraiment le dire. Après, la Suisse a fini par gagner. J'ai écrit à des amis quand il y avait 1-0 à la 32e, je dirais, la Suisse va gagner 4-1, faut pas s'exciter, il n'y a pas de problème. C'est ce qui s'est passé, mais à quel prix, hein. Le but de Fiala du patin, il a fallu 2 buts en powerplay. Moi, je sais que ce but est valable, hein. J'ai compris la règle, il n'a pas fait le move en arrière, mais il tourne quand même le patin. En fait, moi, je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus simple. Ça touche le patin, c'est no goal. Stop. On arrête avec cette espèce d'interprétation où on voit très bien qu'il sait qu'il l'aura pas de la canne, donc il tourne son patin, il fait quand même un geste avec son patin pour marquer. Pour moi, c'est no goal. Ou alors, on valide tous les goals du patin. Puis tu peux faire ce que tu veux, mais l'espèce d'entre-deux où il peut, mais pas trop, mais quand même il a le droit de rediriger. Moi, je trouve ça insupportable. En l'occurrence, ça a favorisé la Suisse, tant mieux. Mais moi, en National League, j'avais dit que j'arrêtais de réfléchir sur les kicking motion parce que je fais tout le temps faux. Ouais. J'allais faire une blague sur Kikimoté. Je l'ai tout de suite pensé. Désolé pour ça. Voilà, bref, ça a aidé l'équipe de Suisse qui a pu égaliser, sortir du bourbier quand même, parce qu'il y avait toujours 1-0 après 39 minutes et 50 secondes. Il y a eu ce but à 4 secondes de la deuxième pause. Ce qu'on retiendra, pas grand-chose, c'est que Niederreiter était là, et ça c'est quand même hallucinant. Quand il te dit qu'il est arrivé le matin à 9h30 à l'aéroport de Billund, qu'il a pris la voiture, qu'il est venu à la patinoire, qu'il est arrivé à la patinoire 40 minutes avant le match, et il a mangé un croissant, puis il est parti jouer son match de championnat du monde. Ouais, respect quand même. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Il a expliqué son voyage qu'il a mené de Winnipeg à Minneapolis, puis après de Minneapolis à Amsterdam et Amsterdam-Billund. On lui a demandé si Nikolai Ehlers avait fait pareil, puisque Nikolai Ehlers est venu renforcer le Danemark, qu'il a marqué un but, qui a permis au Danemark d'aller chercher la prolongation. La prolongation et après de s'imposer au penalty et donc de se qualifier pour les quarts de finale. Ça, c'était quelque chose d'assez chouette aux dépens de l'Allemagne. Donc finalement, Ehlers, il est venu pour au moins 2 matchs. Pas inutile. Niederreiter, la même chose, au moins 2 matchs. Mais Klaus Saug lui a demandé s'il avait volé en business. Il a dit oui. Il n'y a aucune honte à se dire que le vol Minneapolis-Amsterdam, tu le fais en business. Amsterdam-Billund, je
peut imaginer qu'il n'y a pas de business class, disons que... T'as toujours un moyen de payer un poil plus cher pour avoir un petit napperon sur ton appui-tête. Ils arrivent à nous vendre ça, les compagnies aériennes, tu sais. T'es devant, c'est même pas extra legroom, t'es juste devant. T'as le petit napperon. Ouais. C'est hyper important, le petit napperon sur l'appui-tête. On a vu qu'il avait son sac des Jets, il était arrivé. Oui. Donc, c'était ça aussi la question. Est-ce qu'il a les patins? Est-ce qu'il a ses cannes? Parce que Martin Necas, il y avait eu un souci. Il n'avait pas pu jouer tout de suite parce que son matériel n'était pas arrivé. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est remarquable d'être capable de sauter sur la glace comme ça. Après, il n'a pas fait un match inoubliable non plus. Hein. Bon, le match n'était pas inoubliable déjà. Pendant la première demi-heure, c'était presque le Suisse le plus remuant quand même. Il s'est créé une action, c'est lui qui rate une cage vide au début du deuxième tiers, sauf erreur. Ce qui m'a fait dire que cette cage vide avait un bilan carbone catastrophique au passage. Deuxième partie de l'émission, on fera le top 10 des compagnies aériennes aussi. On va vraiment, ça va être la thématique du jour. Hein. J'espère que vous êtes à fond avec Winnipeg nous. Jets en plus. Exactement, non, ça n'arrête pas. Niederreiter qui a commencé sur une ligne avec André Malgin, ça n'a pas duré. Patrick Fischer visiblement n'était pas très content, ou du moins il avait envie de voir d'autres choses. Il a remis Timo Meyer avec les deux André Malgin. On n'avait pas été forcément convaincus par cet alignement sur les fois où ça a été composé durant ce tournoi. Ça nous a pas plus rassuré que ça pour l'instant non plus. Il a créé une ligne avec le duo Grison, Ambul, Niederreiter et Fiala. Suisse orientale, on va dire ça comme ça, avec le Saint-Gallois, Fiala avec les deux Grisons. Andrietto, Malgin, Meyer. Il a une troisième ligne avec Berchi, Jäger et Ria. Non, Knack Jäger et Ria, pardon. Schmidt, Berchi, Bechler. Ou Ambul, mais vu qu'il l'avait monté. Exactement. Voilà. C'était ça à la fin de match. On enregistre cet épisode avant l'entraînement du mercredi, entraînement qui aura lieu, aussi en raison de l'arrivée de Niederreiter, j'imagine, et aussi parce qu'il y a eu 2 matchs avec un rythme quand même pas franchement élevé. Et qui restent ici, ils n'ont pas besoin de voyager. Pas besoin de voyager, le quart de finale aura lieu ici, il y a un joueur à intégrer. Les 2 derniers matchs, c'était quand même pas une intensité folle, surtout contre les Kazakhs. Les Kazakhs, c'était incroyable, ils pouvaient pas en avant. Mais ils étaient tout le temps bien placés, ils défendaient vachement bien, ils étaient là pour... Ils ont mis le premier but, donc leur plan de match était parfait. Ouais. Derrière, ils ont dit on va se recroqueviller, de toute façon, on peut pas faire autre chose. Et ça a bien embêté l'équipe de Suisse. On parlera après évidemment de l'Autriche, mais ce match contre le Kazakhstan, on peut pas dire que c'était un bon moyen de tester des choses. Et Patrick Fischer a justement dit à la fin du match qu'il a cherché son alignement, que c'est parce qu'il a cherché, il cherchait la bonne combinaison, donc c'est pour ça qu'il a testé les choses, mais qu'il avait une bonne idée en tête de ce qu'il voulait faire avec cette équipe de Suisse. Nous, on le verra à 12h30 sur la glace de la patinoire de Herning. Il y aura probablement des articles, soit via Jean-Fred, soit via moi, soit nous deux, en fin d'après-midi. Donc, allez sur nos sites respectifs. Savoir, Jean-Fred, t'as pas de site, mais t'en as plein, en fait. Ouais. Donc, moi, c'est sur Blick, on aura toutes les infos, j'imagine, avant ce quart de finale. Jean-Fred, ça se lira en tout cas sur Bluewin, je crois que c'est une base sûre, bluewin.ch, ils te reprennent toujours. Absolument. Ça, c'est la certitude de lire du Jean-Fred. La liberté aussi, les journaux régionaux, des fois la RTS, là c'est un petit peu plus difficile, mais les comptes rendus de match, oui. Mais... Donc les infos, on les aura à cet endroit-là. Toi, t'as envie de faire quoi comme ligne avec... tu repars avec Meyer, André Malgin? Savoir que... Prague l'année passée, celle qui marchait bien, et c'est là que tu vois qu'Ischier manque, c'était Ischier, Niederreiter, Fiala. Là, tu mets Moy à la place de Ischier, finalement, en se disant qu'il n'y a pas beaucoup mieux. On a l'impression que c'est quand même difficile de partir. Autant l'histoire est magnifique avec André Ambul, autant quand même, il avait dit lui-même, mais si je suis encore d'actualité pour jouer... aux Jeux Olympiques en 2026 et au Championnat du Monde en Suisse en 2016, c'est peut-être qu'il y a quand même un problème dans notre pays pour qu'il n'y ait personne d'autre. Alors j'ai envie de dire, pas forcément dans le contingent, mais première ligne, de le mettre lui, autant il a encore marqué contre le Kazakhstan, donc le type il reste sur 4 goals contre les Hongrois et les Kazakhs, il faut quand même le faire à cet âge-là et tout, c'est remarquable. Mais... c'est difficile de changer entre... L'autre question, c'est de dire, est-ce que tu mets Malgin, mais alors tu dissocies avec Andrighetto? Non.
Mais voilà, pour avoir ton premier centre, en fait, qui est le plus créatif, qui est Malguin. Bon, on a oublié Moy dans l'équation avant aussi, qui a été relégué, justement. Ouais. Et c'est difficile, hein. C'est difficile. Mais pour moi, en fait, ta première ligne, elle doit presque être centrée autour de Malguin Andrietto, finalement. Enfin, ton top 6, t'as cette ligne-là qu'il faut accommoder, t'as ce duo-là qu'il faut accommoder. Il faut trouver un autre duo. Et Moy m'a quand même suffisamment convaincu. C'est pas parce qu'il a été rétrogradé l'autre soir avec l'arrivée de Reiter que ça doit tout changer aussi. Faire oublier que c'était le meilleur compteur de l'équipe de Suisse avant ce match contre le Kazakhstan, à égalité certes, mais meilleur compteur quand même. Moi, je repartirais avec Moy au centre, avec à droite Niederreiter et à gauche Fiala. Je pense que t'as un centre créateur. Après, entre les trois, on a pas mal de puissance offensive, on va dire. Est-ce qu'on a assez de créativité, on va dire ça comme ça, pour que ça suffise? Est-ce que Moy peut justement jouer ce rôle de centre créateur avec ces deux-là? C'est la question. Je me demandais presque si Fiala pouvait jouer à la rigueur, pas sur les engagements, mais après il intervertit un peu, puis c'est lui qui est le centre finalement. Parce que c'est une phrase que m'a toujours dit Chris de Domenico à chaque fois que je lui demandais s'il fallait qu'il joue, aller au centre et qu'est-ce qu'il préférait. Il m'a dit moi je m'en fous, c'est l'engagement que ça compte. Après on est tous sur la glace et puis il y a 3 attaquants, puis c'est à nous de nous démerder. En gros, c'est ce qu'il disait ça. Et j'entends l'idée, donc effectivement à un moment ou à un autre, tant que chacun sait quel rôle il a dans le repli défensif et sur les set plays à l'engagement, derrière ça peut tout à fait se combiner aussi. Mais moi, il me manque peut-être un peu de création, puis c'est pas Ambul qui l'amène non plus finalement à la place de Moy. Mais est-ce que tu n'avais pas dit justement quand Fiala était arrivé, puis tu avais fait les statistiques, puis tu avais dit les statistiques avancées de Fiala en termes de back-checking, ou en tout cas de retour défensif, de repli, qu'il était meilleur qu'avant quand même. C'est un excellent joueur dans les deux sens, complètement. Et je me dis, s'il fait avec sa vitesse quand même, il est juste là pour gêner, il n'y a pas besoin d'être aussi fort que Nico Hischier, parce que c'est pas forcément possible. On parle d'un des meilleurs centres défensifs du monde pour le coup. Absolument. Mais il reste que potentiellement 3 matchs. Donc, c'est pas une longue période où on se dit « Ah oui, alors comment ça va se passer dans 2 mois ?» Non, c'est comment ça va se passer dans 2 jours. Si ça marche une fois, si le powerplay clique pendant 3 jours, t'es content et c'est tant mieux. Ouais. Il faut pas avoir... En fait, nous, on a souvent tendance, parce qu'on suit les saisons, parce qu'on est tout le temps là, à aller sur le long terme. Mais quand on entend les joueurs, quand on parle avec les entraîneurs, les staffs et tout, c'est ouais, mais c'est intense. C'est un tournoi de 2 semaines. Et là maintenant, c'est un tournoi de 5 jours, on va dire, mais même pas finalement, puisque on ne sait pas ce qui va se passer après le quart de finale. Ouais, absolument. Et le powerplay, c'est aussi intéressant parce que sur ce match contre le Kazakhstan, sauf erreur, on a vu Fiala jouer sur 2 lignes de powerplay. Oui. Il a joué le premier shift complet à 1:20, tout le monde est sorti. Engagement, mais il est quand même resté en fait. Donc c'était vraiment, c'est pas juste, il a voulu gratter encore 40 secondes de powerplay pour aller marquer un but. C'était vraiment le plan. Ça me semble moyennement viable sur le long terme. Je sais pas, est-ce qu'il voulait voir Fiala dans des combinaisons différentes? Je peux tout à fait l'entendre. Mais là aussi, ça va être intéressant de voir comment il arrive à gérer ça. Sachant que Egli a quand même pas mal trouvé sa place justement pour être ce spécialiste de deuxième powerplay avec Koukan en 1. Ça me convainc un peu plus que Yanis Moser quand même. C'est un spécialiste de ça et on a le luxe de peut-être pouvoir compter justement sur lui. Avec 12 attaquants et non 13, tu mets tes 8 défenseurs, puis tu mets un Egli qui joue peut-être un shift sur 3 peut-être, mais qui reste dans le rythme, puis qui joue les powerplay. Ça peut, à mon avis, faire sens. Les affiches de ces quarts de finale sont donc connues. C'est je me suis embrouillé déjà. Maintenant, c'est Canada-Danemark à Herning jeudi soir, qui viendra juste après, donc le Suisse-Autriche, dont on va parler juste maintenant. De l'autre côté, à Stockholm, les États-Unis voyagent là-bas pour se farcir la Finlande. Et la Suède, en soirée, joue la Tchéquie à domicile. Les Tchèques, c'est quand même terrible ce qui leur est arrivé. Parce qu'ils ont gagné le premier match contre la Suisse. Derrière, ils ont déroulé. Ils ont été hyper impressionnants. Puis, ils jouent cette équipe des États-Unis qui n'a pas été flamboyante durant tout le tournoi. Mais je me rappelle ce qu'a dit Yanis Moser après la victoire contre les Américains. C'est le genre d'équipe, tu sais qu'elle va monter en puissance le temps qu'ils jouent les matchs ensemble, qu'ils se connaissent un peu mieux, qu'ils créent une équipe en fait, parce qu'eux ils créent l'équipe en arrivant ici, ils se disent coucou dans le vestiaire, puis ils savent qui est là, plus ou moins. Je caricature, mais pas très loin. Pas loin.
à mesure que le tournoi va avancer, ils vont être meilleurs. Et précisément ce qui est arrivé, ce Canada-États-Unis, c'était un magnifique match. Attends, qu'est-ce que c'est Canada-États-Unis? Pardon. Ce Tchéquie-États-Unis, c'était un magnifique match. Il y avait une intensité qui était folle, j'ai trouvé les Américains qui étaient bons dans l'exécution offensive. En powerplay, ça commence vraiment à tourner, et les Tchèques ont fait un bon match également, mais les Américains m'ont vraiment impressionné, et du coup les Tchèques qui perdent ce match-là, le dernier, en 60 minutes, se retrouvent troisième. C'est le niveau l'équilibre entre Suisse, États-Unis et Tchéquie, c'était assez beau à voir. Disons, le classement évoluait à la fin de ce tour préliminaire. Et donc, la Suisse termine première, les États-Unis deuxième. Grâce à cette première place, c'est le tirage favorable, le plus favorable possible. Hein. On va pas se mentir. Hein. Si on regarde les 7 autres équipes, si tu dois choisir ton adversaire préféré, ça va forcément être l'Autriche. Ça va pas être le Danemark à la maison. Suisse-Autriche, c'est... j'ai mis en surtitre une occasion en or, parce que on trouve toujours des circonstances atténuantes pour se dire ouais, mais attention, l'Allemagne, quand même, il y a lui qui vaut 20 points en NHL, il y a ci, il y a ça. On peut commencer à le refaire avec l'Autriche en disant ouais, mais quand même, attention, c'est une jolie génération. Le fait est que la Suisse a remporté son groupe avec la manière. Elle a fini devant la Tchéquie, elle a fini devant les États-Unis. Elle est méga favorite de ce quart de finale contre l'Autriche. Et tu vas nous regarder les cotes. Je suis complètement en train d'aller regarder les cotes. C'est quoi ce sera quoi, du 1,40? On verra. On se rappelle contre l'Allemagne, qui était à 4 d'ailleurs, contre les Suisses. Finalement, les bookmakers s'étaient pas du tout trompés. Hein. Mais là, est-ce que c'est même peut-être du 1,20? Mais en même temps, ils s'en fichent. On fera un petit passage Paris sportif juste après. Ouais, très bien. Du 1... Ouais, on en parle après. Oh, d'accord. Mais cette équipe d'Autriche, qui est là parce qu'elle a remporté son match, le dernier en tout cas, contre les Lettons. C'était un peu le match qu'il fallait gagner pour eux. Évidemment qu'ils avaient fait des points avant, hein, ça c'est clair. Mais ce match-là, ils l'ont remporté 6-1. Ouais. Parce que ça veut dire qu'ils ont laissé derrière eux, et c'était ça qui était aussi important, on savait que le 4e de ce groupe, on imaginait comme ça, historiquement, que ce serait la Slovaquie ou peut-être la Lettonie. L'Autriche, on n'en avait quand même pas des immenses attentes, même si on savait qu'ils pouvaient être embêtants. On se souvient que l'année passée, la Suisse avait gagné 6-5. Ils avaient embêté le Canada aussi avec une remontée pas possible, c'était incroyable. On connaît beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat de Suisse. L'entraîneur est suisse, Roger Bader. Donc, c'est un pays qu'on connaît bien. Et ils ont réussi à gagner 6-1, notamment doublé de Rohrer, doublé de Zwerger, d'Ambry, donc Rohrer de Zurich. Encore un but de Baumgartner, de Berne. Il y a le frère de Raffel qui est dedans. Il y a Bernd Wolf. Il y a vraiment... c'est pas une Suisse bis, mais c'est quand même le pays, je pense, où il y a le plus de joueurs du championnat de Suisse encore. Dominique Zwerger, au bout d'un moment, je pense qu'Ambry peuvent lui envoyer un bulletin de versement. On dirait, écoute, là, les 4 derniers mois, ce que tu as foutu à Ambry, on part du principe que tu nous dois un peu d'argent. C'est un scandale. Sur les 25 derniers matchs, il a 1 but, 2 passes décisives avec Ambry. Le mec était pas là. Et là, il a 7 points. 7 points en 7 matchs avec l'Autriche. Il a 7 points en 3 matchs avec l'Autriche parce qu'il fait 3 passes décisives contre la France, 1 but, 1 passe contre la Slovénie et 2 buts contre les Lettons. Avant, il fait un 0 pointé sur les 4 premiers matchs, puis derrière, il met 7 points en 3 matchs. Voilà, c'est un joueur... Zwerger, on va pas faire les surpris. C'est un bon joueur offensif, en théorie. On se rappelle quand il était avec Kubalik. Il a deux saisons à plus de 40 points quand il débarque en Suisse, les premières saisons. Il vient de WHL où il avait été très bon. Puis après, c'est devenu tout de suite beaucoup plus compliqué. Puis il fait une saison catastrophique. 50 matchs, 14 points, 3 buts, 11 passes décisives. 3 buts, c'est ce qu'il vient de mettre en 2 matchs. Hein. Et il les a mis en 50 avec Ambry. Donc, oui, attention à Dominique Zwerger dans cette configuration et dans cette forme-là. Et comme tu as dit, tu as sorti quelques noms, mais... Je t'en ai laissé encore un. Peter Schneider. Ouais, puis mais il joue plus à. C'est celui qui joue à la chaude fond, disons encore. Oliver Ackermann, ouais, mais lui, ça va être un facteur peut-être moins décisif. Ouais. Mais Peter Schneider, les Biennois s'en souviennent probablement très bien. Il a quand même joué, je dirais, 3 saisons. Non, en Suisse. 2. Mais je l'avais vu. Ah ouais. 3, il aurait tu dirais en Suisse. Non, pas du tout. Il a joué qu'une. Ok. Pourquoi il a joué plus longtemps que ça? C'est dans ma tête que ça se passe. Mais
Il fait une saison tout à fait correcte en Suisse fin des années en 19-20. Toujours un joueur à un point par match en championnat d'Autriche. Donc, c'est quand même un joueur offensivement intéressant. Marco Kasper, comme tu l'as dit avant, ça fait partie de cette jeune génération autrichienne où il y a aussi un Marco Rossi qui est lui pas là pour le coup. On va dire tant mieux pour l'équipe de Suisse parce qu'on se rappelle quand même de lui qui a joué du côté de Zurich, c'est là où il a fait sa formation. Il y a un autre. Ouais, il a fait un seul match avec les Tselseriens, en fait, c'est ça qui était incroyable, c'est qu'il était surtout en junior élite, puis on savait qu'il était très bon. Et il y a encore un jeune défenseur, Gregor Biber, qui joue à Rögle en Suède, 18 ans. C'est un choix, il était drafté par l'équipe de l'Utah, mais il vient de faire 50 matchs de SHL à 18 ans. C'est un talent, c'est vraiment un talentueux jeune défenseur. Il y a pas Reinbacher aussi. Et donc, comme tu l'as dit, Oliver Ackermann, binational, né à Altdorf, en Suisse, ancien junior du EHC Zeven, centre de près de 2 mètres, qui joue à la Chaux-de-Fonds depuis 2020 maintenant. Un des grands artisans des bonnes saisons de Chaux-de-Fonds ces dernières années. On le connaît quand même pas mal en Suisse. Il a joué à Liège avant. Et c'est un joli joueur de Swiss League, voire un bon joueur de Swiss League. On avait parlé de Tamas Ortanski avant le match contre la Hongrie, de ces joueurs de Swiss League qui se disent mais peut-être que si j'arrive à me montrer à mon avantage. Lui, le train est un peu parti quand même. Il a 31 ans. Ouais. Je le vois mal se dire il y a une clause pour partir. En plus, il est sous contrat avec la Chaux-de-Fonds jusqu'en 2027. Mais ça va être intéressant de le voir dans cette configuration-là. J'ai prévu d'aller lui parler. Super original, Greg. Je pense que tu vas être le seul journaliste suisse à penser à aller parler à Oliver Ackermann. Peut-être qu'il parle français aussi, c'est peut-être ça l'avantage, peut-être, simplement. Même si ton allemand est excellent, mais je me dis, ça peut être ce qui peut intéresser les autres journalistes romans présents, plutôt que de prendre Baumgartner, Zwerger ou bien Vincenz Rohrer. Exactement. Et Oliver Ackermann, donc pour ceux qui n'ont pas suivi sa carrière de trop près, ancien junior du HC Davos, fin des années 2009-2010 par là. Donc il a sûrement 2-3 attaches du côté de là-bas. Bah, forcément, André Sambul était déjà sur la fin de sa carrière. C'était il y a une quinzaine d'années. Donc il arrivait vers la fin, mais il lui reste encore quelques années à jouer. Il est toujours là. Ça va être intéressant de voir son parcours, comment il se voit dans cette équipe. Et comme tu l'as dit, Bader derrière le banc. Alors l'année passée, on en a soupé des articles. Bader avec l'Autriche, il y a son fils dans l'équipe de Suisse, il a jamais mis un patin sur la glace. Ouais. Au moins, on est exonéré de ces articles-là aujourd'hui parce que Thierry Bader n'est pas là. Mais comme tu dis, on a une équipe autrichienne avec un petit accent Suisse-allemand, ouais. Mais Marco Kasper, c'est 37 points avec Détroit, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 19-18 ou c'est vraiment c'est un centre. C'est on va dire le deuxième meilleur autrichien, je pense effectivement après Marco Rossi qui lui est encore plus dans une mouvance ou dans un type de jeu de star qui se rapproche alors nettement plus d'un Nikolai Ehlers, d'un Fiala, peut-être encore. Il a que 23 ans, je crois, donc il lui faut encore trouver sa place. Mais on va pas parler de ceux qui sont pas là. Mais Marco Kasper, c'est solide. Il avait fait sa formation, il l'a poursuivi lui aussi en Suède. Ça démontre aussi que il est pas venu en Suisse. Il aurait peut-être pu, mais il y a eu cette possibilité d'aller en Suède. Donc il s'est dit, nah, je vais là-bas. Et si l'Autriche veut avoir une chance contre l'équipe de Suisse, ça va passer par un bon gardien. Et c'est intéressant ce qui se passe en Autriche sur la position des gardiens, parce qu'ils ont pris les 2 gardiens de Salzbourg, donc Atte Tolvanen, le binational austro-finlandais, et David Kickert. En saison régulière, Tolvanen, c'est 33 matchs, 91% d'arrêt. David Kickert, c'est 16 matchs, 88% d'arrêt. Tu dis, Tolvanen est le gardien de cette équipe d'Autriche. Pas du tout. Kickert a joué 6 matchs. Et Tolvanen a perdu le seul match qu'il a joué, Kickert a 4-2 dans ses matchs, 92% d'arrêt, 1,94 buts encaissés par match. Et donc c'est David Kickert, probablement, il joue pas 6 matchs de tour préliminaire pour pas jouer en quart. J'imagine que dans les médias autrichiens, il y aura les débats, est-ce qu'il faut pas envoyer Tolvanen quand même ou Kickert, on sait pas, mais Kickert c'est quand même un gars qui a une jolie expérience malgré tout, mais ça a souvent et longtemps été un gardien numéro 2 à Salzbourg. L'année passée, il joue 15 matchs. L'année d'avant, il joue une vingtaine de matchs. L'année d'avant, il est à Vienne, il joue une vingtaine de matchs. C'est pas un titulaire en puissance. Par contre, c'est un gars, en 22, il fait 3 matchs de mondial. En 23, il en fait 3 de nouveau. En 24, il en fait 4. Cette année, il en fait 6. Donc, c'est un gardien habituel. Mais avec Tolvanen, on se demandait
on aura David Kickert en face. Et puis malheureusement, on voit sur un match, si tu regardes le gardien kazakh, au bout d'un moment, après 2 tiers, je me suis dit, je vais quand même aller voir un peu son parcours à celui-là. Il était 3e gardien en VHL cette donc saison. la 2e division russe. Voilà, 3e gardien. Et il avait joué, je crois, 6 matchs cette saison, 11 la saison dernière. Puis là, c'est un jour, il voit tous les pucks, quoi. Et donc, sur un match, sur une prestation, une performance, tu peux faire un exploit. Et si l'Autriche veut y arriver, elle va forcément devoir compter sur un grand gardien. En parlant de gardien, nous on avait souvent en Suisse le débat, alors on fait jouer qui Giannani, Berra, Giannani, Robert Mayer, maintenant quand même pas Robert Mayer, si, ça on se rappelle de Riga. 2023, alors ça devient un peu presque... À terme, ça va bientôt être complètement la faute de Robert Mayer si la Suisse s'était trouée contre l'Allemagne en 2023. C'est pas le cas. Par contre, sur le premier but allemand, on avait réussi à revenir à 1-1, mais il y avait quand même eu ce premier but, ce rouleau qu'il a ramassé. Après tout le débat, qui faut-il mettre devant le filet? Là, on a Giannani qui est excellent depuis le début du tournoi. Oui. Qui a joué les matchs les plus chauds de cette phase préliminaire. Il a vu tous les pucks, il a été vraiment fort. Charlin, c'est le jeune qu'on est en train de faire grandir dans cette équipe. Il a joué ses matchs, il les a tous gagnés. Il a fait exactement ce qu'on devait ou ce qu'on était en droit d'attendre de lui. Chapeau. Mais maintenant, c'est Giannani qui va aller devant le filet. Je serais très très surpris que Patrick Fischer et son staff prennent une autre décision. Absolument. Et moi, je vais quand même dire, c'est pas pour manquer de respect à l'équipe d'Autriche, mais si la Suisse ne gagne pas, ne va pas voir Stockholm, c'est qu'il y a un problème. Et même, on peut dire, ah ouais, mais des fois, oui, on peut rater un match. Ah, vous savez, c'est pas facile. Là, il y avait de la pression. Je sais pas. En fait, non. Quand on termine premier de son groupe, quand les seuls points qu'on perd, c'est sur comme tu disais, un coin flip en prolongation face à Chervenka et Pasternak, t'as pas le droit. Je ne sais pas, justement, dans le déroulé de cette phase de poule, si c'était bien que la Suisse termine par les équipes moins fortes. Est-ce qu'il manque peut-être cette petite montée en puissance qui fait que t'es un peu sous tension, en disant, oh, ouais, mais là, on peut pas se permettre de perdre quand même. À Prague, c'était contre qui? C'était contre la Finlande, le dernier match du groupe. Je sais plus, mais elle n'avait pas été exceptionnelle des fois contre les équipes un peu plus faibles. Elle avait gagné qu'un 3-0 contre les Britanniques. C'était pas génial. Il y avait eu ce 6-5 contre l'Autriche qui était clairement pas bon. On était un peu là. Mais c'était le dernier résultat dont on se souvient, c'est ce 6-5 là. Ce qui veut dire que des fois, face aux voisins, d'habitude c'est plutôt l'Allemagne, ça s'était bien passé l'année dernière. Mais t'as quand même, tu peux pas perdre. C'est une chance quand même, tu disais une chance en or aussi, qu'elle puisse alors affronter qui, ça faudra voir. C'est clair que on va dire comme ça, si on devait désigner nos favoris, je pense qu'on désignerait sans problème le Canada quand même contre le Danemark. Faut pas oublier. C'est pour ce genre d'expertise qu'on est là, Jean-Fred. Exactement. Qu'est-ce qu'on disait? On a le Suède-Tchéquie qui, alors là pour le coup, bonne chance. La Suède à la maison, mais la Tchéquie c'est sacrément fort. Mais part du principe que la Suède est favorite, effectivement, puis États-Unis, Finlande qui tirent la pièce en l'air. Ouais, même si les États-Unis, sur ce qu'on a vu par aux Tchèques, sur le fait qu'ils montent en puissance, des Finlandais, mais les Finlandais ont embêté les Canadiens, donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment, en cas de qualification, je ne vais pas porter la poisse à l'équipe de Suisse, mais si la Suisse vient à se qualifier, on peut quand même en parler du modus, on va dire ça comme ça. Les équipes sont reclassées, les 4 qualifiés sont reclassés. Le critère numéro 1, c'est la place dans le groupe. Donc les 2 premiers du groupe sont 1 et 2. En fonction du nombre de points. Admettons que le Canada et la Suisse passent. Le Canada deviendrait équipe classée numéro 1 ou tête de série numéro 1. La Suisse passerait tête de série numéro 2. En numéro 3, ce serait, dans l'éventualité où elle passe, la Suède. Et peu importe ce qui se passe dans les États-Unis, Finlande, ce serait cette équipe-là jouerait le Canada et la Suisse jouerait la Suède en Suède. À 14h20. À 14h20, un match finalement assez simple. Une petite mise en bouche avant d'aller en finale, ça va être super. La Suède là-bas, ça, je me réjouis à fond. Mais ceci dit, c'est ça le plan, c'est tu reclasses les équipes. Classement du groupe qui prime sur ça. Et on en a tellement parlé qu'on va faire un petit passage dans les paris sportifs. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Donc ces paris sportifs que tu m'as teasé, puis tu m'as
interdit de voir de parler des cotes. Enfin, quand je te disais quelle est la cote, tu disais attends. Donc, on va pouvoir cette fois savoir. Qu'est-ce que je disais avant? T'as tout dit. Oui, non, mais. C'est la Suisse, attention, tiens-toi bien. Sur le site de la Loro, actuellement, la Suisse est à 1,14. C'est à peu près le niveau de Canada, Danemark. Canada est à 1,07. Ouais, moi, je trouve que. Et l'Autriche est à 11 contre 1. Ouais, alors. Je mettrais presque 5 francs sur l'autre. Non, mais je trouve. Alors, encore une fois, c'est pas une question des forces en présence, dans le sens. Bien sûr qu'on peut se dire, oh, ben, on met 1000 francs sur le truc à 1,14. Voilà. Mais je trouve que la cote de la Suisse est un petit peu trop basse et je trouve que la cote de l'Autriche est quand même vraiment clairement beaucoup trop haute. Je suis de cet avis aussi. Et surtout, c'est pénible à parier. Parce qu'après, tu peux dire, bon, on prend handicap pour l'équipe de Suisse, mais là, il faut déjà aller chercher du handicap intéressant si tu veux élevé si tu veux une cote intéressante. Parce que le -1, 1,26, ça ne sert à rien. -2, ça veut dire que l'équipe de Suisse commence son match avec 2 buts de retard, donc doit gagner par 3 buts. C'est à 1,55. Moi, ça, je m'amuse pas. Non. Et -3, donc c'est-à-dire qu'elle met 4 buts aux Autrichiens, c'est à 2,25. Ça reste pas très intéressant. Non. Faudra presque prendre dans l'autre sens. Finalement, Autriche plus 3, quoi. Où tu lui donnes... ou Autriche plus 2. Autriche plus 2, ça veut dire que l'Autriche doit perdre par moins de 3 buts d'écart. C'est à 3,05. Ouais. Voilà, ça devient sacrément intéressant. Je trouve, hein, disons que... Parce qu'en plus, ça veut dire que la Suisse va gagner, tu vois. Donc, ça te permet aussi de te dire, bah, moi, je vois la Suisse gagner, mais pas non plus mettre une tôle, parce que ça sert pas à grand-chose. Mais après, il y a des cages vides, c'est ça qui peut intervenir. C'est que les gars, ils ont perdu pour perdu, il y a 3, par exemple. Bon, on sort notre gardien, puis on continue, on le laisse dehors, etc. Puis c'est là que ça peut s'accumuler. Absolument. Après, si tu as aussi les moyens sur le site de la Euro, toujours de faire des combos. Combo, ça veut dire que tu prends la Suisse, par exemple. Après, tu peux choisir de combiner avec plus ou moins de 5 buts et demi. Et là, la Suisse gagne dans un match où il y a moins de 5 buts et demi, c'est à 2,45. La Suisse gagne dans un match où il y a plus de 5 buts et demi, c'est à 1,80. Ouais, ça veut dire qu'un 4-2, ça fait plus de 5 buts et demi. Hein. Exactement. Et là, ça te fait du 1,80, l'autre, ça te fait du 2,45. Ça peut commencer à devenir une cote un peu plus intéressante. Après, si ça fait longtemps que tu n'as pas gratté un tribolo, tu peux aussi dire est-ce que le résultat final sera pair ou impair à 1,75 ou à 1,80. Mais ça, je pense qu'il faut peut-être éviter. Sinon, ça, il faudra voir sur nos réseaux sociaux qu'est-ce qu'on va prendre. Et la Suisse, est-ce qu'elle est favorite pour gagner le titre? Évidemment, on sait que non. Par contre, parmi les équipes encore en lice pour les paris à long terme actuellement, toujours sur le site de la Loro, l'Autriche est à 200 contre 1 pour remporter le titre mondial. Le Danemark est à quoi? Égal, 200 aussi. Et ensuite, là où ça devient plus sérieux, c'est les 6 autres équipes. Tu as la République tchèque à 11,5 contre 1. La Tchéquie. Le problème, c'est que maintenant, ils sont sur un champ de mine, les Tchèques. C'est qu'ils commencent par jouer les Suédois. Ouais. Et s'ils battent la Suède, ce sera l'équipe la moins bien classée, probablement. Donc, ce serait peut-être le Canada. Le Canada. Ouais. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. La Finlande est à 15 contre 1. Là aussi, la Finlande, si ça s'aligne normalement, c'est le Canada en demi. Un peu compliqué. Mais, et là où ça devient intéressant, la Suisse est à 7 contre 1, les États-Unis à 7,95 contre 1. La Suède est à 4,95 contre 1. À la maison, quand même. Et le Canada est à 1,80. Donc le Canada est ultra favori pour gagner le titre. La Suède à presque 5 contre 1. Je suis désolé, c'est intéressant. Hein. Ah, ça fait un moment qu'ils l'ont plus gagné. Le dernier titre qu'ils ont fait, je crois que c'est contre la Suisse en 2018, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Ça n'existe pas. Ça n'est pas arrivé. Voilà. On se souvient à Copenhague le fait qu'il y avait tellement de Suédois parce que c'était juste à côté. Exact. Ça sent quand même, et on le dit quand même aussi là depuis le début, que là ils en ont un poil marre, les Suédois, ils veulent quand même un peu remettre, je sais pas, j'allais dire l'église au milieu du village, par exemple je dis le smørrebrød au milieu du truc, mais ils veulent gagner ce titre, ils ont mis une bonne partie des moyens, peut-être pas tout, ils auraient pu avoir une équipe encore plus forte, mais parce que même le Canada, on a vu, ils sont très solides, ils ont des joueurs d'exception, ils ont des jeunes qui peuvent monter. Ils ont encore une place. J'ai été regarder. Ils ont 21 skaters et 3 gardiens. Donc, techniquement, il y a encore une place. Mais eux, alors, si ça se trouve, ils diront bon, on l'a pas utilisé. Ils vont même pas encore aller rappeler un type.
peut-être que tout d'un coup, j'en sais rien, il y en a un qui va arriver aujourd'hui, puis ils vont le mettre. Ou même, ils peuvent peut-être se dire, écoute, on vient, il restera 2 matchs ce week-end, on est sûr de les disputer. Tu viens, puis tu nous aides. C'est aussi possible. Mais ça m'a fait sourire de voir qu'il y avait encore une place, alors que les Suédois ont récupéré William Karlsson, et puis c'était quoi, un défenseur, je crois, qui est arrivé. William Karlsson, c'est un attaquant. Mais donc, ils ont encore plus de force de frappe. Sinon, ils peuvent la donner à Wayne Gretzky, cette dernière place. Il n'a jamais gagné le titre mondial. Tu le prends, tu dis, écoute, Jeux Olympiques, Coupe Stanley, il te manque quand même l'or mondial, non? Tu veux être dans le triple gold, Wayne? Parce que ça fait un peu naze dans ton palmarès. Allez! Ce serait incroyable. Je doute que ça arrive, par contre. Ça c'est plus... Mais on lance l'idée quand même, si ça intéresse quelqu'un d'amener Wayne Gretzky. Au passage, je suis spécialiste de prospect. Et ça nous fait... On a déjà parlé des vieilleries avec Klaus Haug il n'y a pas si longtemps, mais il a fait une apparition au championnat du monde, c'était en 1982, avec le Canada. 10 matchs, 6 buts, 8 passes décisives, 14 points. C'est la saison, il fait 212 points avec les Edmonton Oilers en 80 matchs. C'est une autre époque, mais là, il est sur un trend où il fait 212, 196, 205, 208 et 215 points. On était trop jeunes pour se souvenir. La NHL était moins médiatisée que maintenant, voire en Europe pas médiatisée ou presque. C'était quand même un sacré délire, mais Wayne Gretzky a une médaille de bronze au championnat du monde dans sa carrière. Et voilà. C'est moins bien que Romagny aussi. Et des autres qui ont 3 médailles d'argent, par exemple. Mais ne serait-ce qu'une seule. C'est moins bien que Sven Jung. J'allais dire Mathias Bieber. Mais... Ouais, aussi, effectivement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Par contre, c'est mieux que les joueurs de l'équipe de France qui ont été relégués lors de ce tournoi à Stockholm. Et on en parle parce que forcément, on parlait de l'Autriche qui a un petit accent suisse. Alors, j'irais pas dire que l'équipe de France a un accent suisse, parce que je suis pas sûr que ça leur fasse franchement plaisir. Mais avec Yorick Trey à la bande, Christophe Alluet à la bande aussi comme entraîneur assistant, avec Bellemare, la Joulot d'adoption, on va dire, en attaque, Tim et Kevin Boson, et Florent Douet. Enzo Guébet, ça fait quand même 2-3 joueurs de National League. De National League qu'on connaît bien par ici. Il jouait, on va dire, la finale contre la relégation, si on peut dire ça comme ça. Oh, totalement. Pardon, il n'y avait pas Florent Douet. Il était dans la préparation, mais il a évité ça, du coup, en étant... Antoine Keller aussi. Il y avait Antoine Keller, Sacha Trey, pour ceux le frangin de Yorick, et Alexandre Texier, qu'on a aussi vu en Suisse une année à Zurich. Il y a quand même 2-3 joueurs qu'on connaît par ici. Et... voilà, c'était le match à ne pas perdre, c'était le match contre la Slovénie. Ça s'est franchement pas bien passé. Il y a un peu tout calé de travers pour cette équipe de France. Le seul point qu'ils arrivent à gagner, c'est contre la Finlande. Ça n'a aucun sens, honnêtement. Ouais. Ils menaient 3-1 à la 59e minute avec un Antoine Keller qui avait été excellent. Et malheureusement, la Finlande a sorti le gardien, marqué, ils en ont repris un. Ils ont quand même réussi à égaliser. Ils ont pris une cage vide, mais ils ont quand même réussi à égaliser. C'est quoi? C'est 2-1 pour la France. 3-1, cage vide. Tim Boson. Après, 3-2, 3-3. À chaque fois, sans le gardien. Victoire en prolongation de la Finlande. À ce moment-là, tu dis c'est bien parti ce tournoi s'ils arrivent déjà à embêter la Finlande. Après, ça a vraiment pas bien passé. Alexandre Tessier, il a 5 matchs, 3 passes décisives, mais il n'a pas vraiment eu d'impact. Non. Bellemare, c'était probablement sa dernière apparition en championnat du monde. 7 matchs, 4 points. Tim Boson, il met 2 buts en 6 matchs. Keller a fait un excellent match contre la Finlande, mais le reste du temps, en fait, c'était intéressant de voir les médias français qui se sont honnêtement enflammés sur Antoine Keller au début. Après son match, et à raison, il avait été très bon. Et moi, je voyais ça, je me dis, alors, soit à Lausanne, tout ce qu'on a vu, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ou alors, les 13 matchs qu'on a vus à Lausanne, 3,16 buts encaissés, 89,4% d'arrêt, avec pourtant une excellente défense de la Ligue, ça a un poids. C'est plutôt ce qui s'est passé après. Il a fait une ou deux erreurs. Il a notamment une énorme erreur à la relance où il rate un contrôle avec la canne. Ça lui dévie sur la jambe. Après, il y a une cage vide pour un adversaire. Ouais, match compliqué pour Keller. En même temps, oublions pas une chose, il a 20 ans. Ouais.
Et où étaient tous les bons gardiens aujourd'hui à 20 ans? Peut-être pas forcément devant un filet au championnat du monde contre la Finlande. Donc, il a le droit de progresser, il va progresser. Ce qu'on ne sait pas, c'est où. Il a encore un contrat d'une année à Lausanne. Il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi il allait partir. Saison compliquée pour Antoine Keller parce qu'il a peu joué derrière Kevin Pache. Quand il a joué, ça s'est pas toujours bien passé. Et il a commencé à avoir une sorte de bourdonnement le concernant, comme quoi ça se passe pas bien, si, ça, dans le vestiaire. Moi, j'ai aucune info là-dessus. Je n'ai rien entendu. J'avoue honnêtement que j'ai pas cherché à savoir, parce que si le deuxième gardien d'un club est pas content, je doute que ça mérite un article, honnêtement. Bah, ça dépend qui c'est. Si c'est Kevin Pache, Connor Hughes, Alors, l'un des deux, alors là, on parlera. ouais. Mais là, si Antoine Keller est pas content de pas jouer parce qu'il y a Kevin Pache devant lui qui aligne les blanchissages et puis qui est le futur du club, moi j'ai juste envie de dire, faut aller voir ailleurs, c'est pas grave. En fait, t'as le droit d'aller mieux, t'as le droit d'aller saisir une chance ailleurs. Mais par contre, moi, j'estime à titre personnel que c'est pas très intéressant. Je dis pas qu'il fallait pas en parler, ceux qui l'ont fait, c'est pas du tout dans ce sens que je veux dire. Mais non. Moi, j'ai estimé que je rentrais pas dans ce sujet-là. Par contre, il y a eu un bourdonnement latent sur toute la fin de saison. Il va partir, ça semble assez clair. Maintenant, est-ce que Lausanne va garder son contrat et le prêter quelque part? Peut-être en Swiss League, dans un bon club de Swiss League pour jouer 30-40 matchs, peut-être repartir à l'étranger, peut-être aussi. C'est un gardien qui a quand même été drafté par Washington, donc là-bas, il y a quelqu'un a vu quelque chose. Voilà, ils ont un œil sur lui, donc je pense pas qu'il est perdu pour la science, mais ce sera ailleurs que ça va se passer. Sur le championnat du monde, après un match, tu te dis il est vraiment en train de se faire une bonne pub, Antoine Keller. La suite, c'est un peu plus compliqué, mais après, on peut pas lui en vouloir de prendre des buts contre la Suède, parce qu'il est aussi envoyé devant le filet contre la Suède. Bonne chance, parce que la Suède, ils sortaient d'un match où ils avaient fait plus de 55 tirs, je crois, contre les Slovènes. Les Slovènes, ils ont eu un gardien qui a vraiment tenu la baraque. Et, pour retomber sur nos pattes, ce France-Slovénie, la Slovénie a été solide, en fait. Et la France, offensivement, a rien montré. La France était reléguée. Honnêtement, à un moment, moi, je vais pas pleurer, parce que la dernière fois que la France a été reléguée, elle n'est jamais remontée par ses propres moyens dans le groupe mondial. Elle a été remontée artificiellement à la place de la Russie ou de la Biélorussie, mais l'année où les deux nations ont été bannies post-Covid, ils ont dit les Français, vous venez d'être tombés, vous remontez. Tant mieux, mais Yorick Trey le disait lui-même dans l'interview d'après-match à Stockholm que j'ai vu sur les réseaux sociaux de l'équipe de France. Il disait, on sait comment on est remonté, puis maintenant c'est à nous de repartir par en bas, puis de travailler depuis cet endroit-là. Pour Yorick Trey, c'est quand même pas une bonne publicité non plus, parce qu'on sait qu'il a repris Genève Servette en cours de route. Après en avoir été l'assistant, il est devenu l'entraîneur principal. Ça n'a pas eu les effets escomptés. En même temps, il a embarqué dans un bateau qui allait pas franchement très bien, donc on peut pas non plus dire que le naufrage est complètement de sa faute. Non. Mais au moment où il reprend la main, il dit je faisais partie du problème, donc il s'est jamais caché d'être dans ce bateau-là, on va dire, pour continuer sur cette histoire de bateau. Ça n'a pas bien fonctionné. Là, il reprend l'équipe de France comme coach principal, comme sélectionneur principal. Relégation. Ce qui est drôle, c'est que les assistants qui étaient... le triumvirat de Genève Servette, les deux autres, c'est Yann Cadieux et Richard Franzen qui sont les assistants de Patrick Fischer avec l'équipe de Suisse. Exactement, et t'as aussi Christophe Baluet qui est justement à la droite, assistant de Yorick Trey. Donc c'est vrai que les entraîneurs suisses évoluant en Suisse sont très demandés. On verra. Il sera de toute façon, ça ne change rien au fait qu'il sera attendu au tournant à Genève dès le début du mois de septembre. Genève qui sort de 2 saisons complètement ratées, qui va être sous pression, c'est clair. Ça va être la focale va clairement être là-bas en ce début de saison, parce que 2 saisons ratées, une équipe qui va devoir retrouver une identité, le retour de Noah Rod. Comment va se passer cette saison avec Yorick Trey, quand on a eu parlé de saison de transition à Fribourg avec Aimon à la place de Dubé, et on nous disait arrêtez vos conneries, c'est pas du tout une transition. Et Runberg qu'on avait déjà annoncé. Et voilà. Là, il y a pas mal de rumeurs à Genève, je pense que ça va se clarifier durant l'été sur la suite. Mais toujours est-il qu'il sera attendu au tournant, et après 2 échecs comme ceux-ci, je pense que lui aussi aura peut-être envie de montrer un meilleur visage, parce que pour l'instant il ne s'est pas forcément fait une grande publicité. On est au terme de ce 8e épisode spécial championnat du monde 2025. Le prochain, honnêtement on ne sait pas.
Comme on l'a dit au début de cet épisode, on n'a encore pas fait le classement des 10 compagnies aériennes, mais on se le garde pour vendredi celui-là. Ouais, même vendredi, ça va être chaud. Hein. On sera en voyage, probablement, si l'équipe de Suisse, ou probablement, on verra. À 1,14 contre 1, on sera en voyage entre Herning et Stockholm. On verra comment on gère ça. Si ça se trouve, on craque et on sort les micros dans le train entre Copenhague et Stockholm. On ne sait pas. Ça peut être une piste. On n'a pas arrêté s'il y a des cabines dans le train. Et on pourrait faire notre petit épisode. On ferait un épisode de 5 heures. Départ à Copenhague. C'est un live là alors. On fait un live de 5 heures. Je suis sûr que ce serait magnifique. Un peu long peut-être. Tout ceci pour dire que le prochain épisode, ce sera après le quart de finale. Honnêtement, quand on ne sait pas, nous aussi, plus le tournoi avance, plus ça devient tendu parce que les matchs s'enchaînent vraiment. L'intérêt est croissant, donc on nous demande beaucoup de choses. Donc on doit aussi mettre les priorités aux bons endroits et on va tout faire pour faire un épisode avant la demi-finale, si demi-finale il y a, ou après le quart de finale et après l'élimination, si élimination il y a. Suivez sur nos réseaux sociaux et puis c'est là qu'on pourra vous annoncer le prochain épisode, à quel moment il aura lieu. D'ici là, portez-vous bien, suivez bien les matchs d'équipe de Suisse. Bon voyage à ceux qui viennent à Herning. Si vous avez besoin de conseils, écrivez un mail à Jean-Fred. Non. Bon voyage à ceux qui viennent. Peut-être bon voyage pour ceux qui iront à Stockholm, on ne sait jamais. Et à bientôt. À bientôt.